Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Qu'est-ce que c'est ça? D'accepter un cadeau du Qatar, un avion. Tu sais, quand tu dis, là, il y a des politiciens qui se font taper sur les doigts parce qu'ils ont accepté un billet pour aller voir le Canadien au Centre Bell. Puis là, on dit, c'est épouvantable. Christy, tu reçois un avion supersonique, un jet d'un pays étranger, le Qatar. Puis il semble que tu dis non. Le Trump, il dit oui. Est-ce qu'on n'a pas tapé sur les doigts de nos politiciens aussi dans des comités pour avoir bu des vins un peu chers, disait-on à ce moment-là? Ben oui. Ça n'excuse pas une bouteille rare qu'on a consommée aux dépens du contribuable, mais on est dans une autre ligue. On est dans un espace, encore une fois, dans un univers parallèle. C'est important. Il y a une foule de choses qu'on pourrait faire avec ça. D'abord, Joe Biden, quand il négociait avec le Qatar, faisait ça, disons, un peu différemment. Et une des passes gratuites qu'on accorde actuellement au Qatar, c'est de ne jamais mentionner le Qatar quand on parle du Hamas. Donc, où est le Hamas? Où sont les dirigeants du Hamas? Tiens, comme par hasard, ils séjournent assez régulièrement au Qatar et de ça, on ne parle plus. Est-ce que 400 millions de dollars pour un avion, ça suffirait à jaser de sujets différents? Ça peut être ça. Le symbole pour les Américains, ça devrait même être gênant. Que le président des États-Unis, parce qu'au départ, là, c'est ce qu'on évoque, c'est que cet avion-là va être récupéré pour devenir Air Force One. Il n'y a pas qu'un seul Air Force One, il y a plusieurs, mais d'envoyer comme symbole que Air Force One va maintenant être fait ailleurs, fabriqué ailleurs, c'est déjà problématique. Il y a aussi le fait que pour des raisons de sécurité, en très mauvais français, je lisais ce matin des experts qui disaient qu'il faudrait le stripper, il faut déshabiller l'avion pour être en mesure de s'assurer qu'il n'y a pas du côté du Qatar d'intentions malveillantes. Puis en même temps, il faut être sûr que ce sont nos mesures de confidentialité, de sécurité qui sont à bord de cet avion-là. Et quand on va l'équiper, d'ailleurs, l'avion en passant, ça va se faire, ce sont des millions et des millions de dollars qui vont être faits aux frais des contribuables. L'avion va servir comme avion présidentiel ou comme Air Force One. Mais là, la clé ou le bijou d'absence de subtilité totale, c'est que Donald Trump va pouvoir, et c'est légal, conserver cet avion-là après sa présidence. Je t'ai déjà expliqué qu'une des choses qui me fascine avec la présidence Trump, c'est qu'il y a parfois des flous, des vagues, et souvent ils sont souhaités, ils sont voulus et entretenus, ces flous ou ces vides au plan juridique ou au plan constitutionnel. Donald Trump profite de tous ces vides-là, puis il s'organise pour les remplir, ou à tout le moins pour en bénéficier. Et l'avion, une fois qu'il aura terminé ses jours comme Air Force One, comme avion présidentiel, il va ensuite être associé à la bibliothèque Donald Trump. Et où est-ce que tout ça est légal? C'est des questions d'éthique, c'est des questions morales, mais on n'est pas du tout dans ce registre-là. Faut savoir que les bibliothèques présidentielles, s'il y a du personnel qui peuvent être du personnel fédéral qui travaille dans les bibliothèques présidentielles, les fonds, eux, sont privés. Grosso modo, on ne fait pas ce qu'on veut, mais pas tout ce qu'on veut, mais pas loin. Et Barack Obama, Bill Clinton, par exemple, je fais exprès de prendre des démocrates, engrange des millions de dollars par année grâce à la bibliothèque présidentielle. Barack Obama a le côté transparent de dire voici qui sont les donateurs, voici combien ils ont donné. Donc, on joue ça à livre ouvert, mais ça crée quand même une opportunité ou un vide au plan juridique pour dire, ben OK, cet avion-là à 400 millions de dollars, il va donc être associé ensuite à la bibliothèque Donald Trump et lui pourra s'en servir. Il aura donc eu littéralement un cadeau du Qatar, ce qui devrait être illégal parce qu'il y a une clause littéralement dans la Constitution. Mais donc, il aura reçu comme avion présidentiel un avion du Qatar équipé aux frais des payeurs de taxes américains et qu'il pourrait récupérer à des fins personnelles parce qu'on va mettre ça du côté de la bibliothèque présidentielle. Donc, écoute, c'est énorme au plan moral, au plan éthique, au plan de l'image, mais je répète, et c'est peut-être là-dessus que les partisans de Donald Trump vont s'attacher, quoi qu'ils ont réagi aussi, les MAGA aujourd'hui, mais c'est légal. Ça peut être... c'est légal, oui, mais regarde, il
Il y a deux problèmes. Un, on connaît la façon dont le Qatar traite ses travailleurs étrangers de façon épouvantable, presque comme des esclaves. Il y a eu plein de reportages là-dessus. C'est loin d'être une démocratie. Et deuxièmement, alors qu'il est en train de dire qu'il faut tout rapatrier nos usines, il faut que tout soit fait aux États-Unis, il faut être le plus indépendant des pays étrangers possible, il accepte que Air Force One, qui est un symbole de la présidence des États-Unis, soit un avion qui est donné par le Qatar. Attends, mais toi là. Écoute, on est toujours dans le même, mais c'est là le danger de banaliser parfois en disant, il y a des politiciens, formulons-le comme ça, il y a des politiciens qui ont été croches avant, donc ça justifie que tout le monde soit croche après. On est, je répète, dans une autre catégorie complètement, et ça n'excuse en rien des comportements passés, mais l'administration, les gens qui sont en place dans l'administration de Donald Trump vont être les gens qui vont s'être le plus enrichis à partir d'une administration de toute l'histoire américaine. La famille Trump négocie dans des pays avec lesquels on fait affaire et qui récompensent ou compensent généreusement le président. On n'a pas vu ça. Mettez les autres présidents ensemble, on est dans une ligue à part. Puis là, avec cet avion-là, on joue dans le même registre. Ça va bien au-delà du conflit d'intérêts. C'est vraiment de la corruption à livre ouvert, au vu, au-dessus de tout le monde. Puis finalement, en se fichant de la gueule du client, mais le client, dans ce cas-ci, bien sûr, c'est le payeur de taxes américain ou c'est l'électeur. Écoute, Sarkozy va faire de la prison pour moins que ça, là, parce que les Kadhafi de la Libye avaient payé une partie de sa campagne politique. Voyons donc, c'est complètement débile. C'est une association de malfaiteurs. C'est ça. Écoute, que ça se fasse, on ne pourra pas l'accuser de manquer de transparence, mais que ça se fasse au grand jour, comme ça, tu l'as dit tout à l'heure, là, on s'indigne et avec raison quand nos élus, quand les gens dépensent des subsides ou de l'argent des payeurs de taxes, quand ils abusent, quand ils dépensent, on leur apporte et on s'en indigne et c'est correct. C'est la manière de procéder. Mais dans ce cas-ci, on n'est pas dans un party bien arrosé, dans un repas au restaurant dont la facture est trop élevée, dans une bouteille de vin qui est un grand cru puis qu'on ne devrait pas mettre entre les mains d'un élu, du moins pas si ce sont les contribuables qui paient. Écoute, est-ce qu'on peut avoir un plus gros symbole qu'un 747 offert par le Qatar? Je sais pas. C'est délirant. Écoute, en 1 minute et demie rapidement, où en sont les négos entre la Chine et les États-Unis là, sur les tarifs? Écoute, rarement je me réveille le matin, puis la première chose que je me dis, je le fais dans la journée, mais c'est très rare que je veux assister à l'ouverture de la bourse. Et je l'ai fait ce matin. La bourse ce matin a réagi très positivement à ce que l'administration Trump présente comme de très, très bonnes nouvelles. C'est-à-dire, écoutez, les Chinois sont assis avec nous pour discuter. Ce que ça cache, tout ça, c'est deux choses. Un, Donald Trump a bien besoin de bonnes nouvelles. Il s'inquiète déjà, dit-on, des élections de mi-mandat. Deuxième chose que ça cache, pourquoi est-ce qu'on doit rétablir le dialogue? Parce qu'il y a quelques mois, au moment où il redevient président des États-Unis, Donald Trump, il va de tarifs mur à mur, annoncés comme le jour de la libération, créant de l'instabilité, de l'insécurité sur les marchés, puis finalement nuisant aux chances des États-Unis, dans la plupart des cas, d'établir des relations commerciales qui sont saines. Donc, en fait, ce que ça nous dit, ça, aujourd'hui, les relations avec la Chine, c'est du rétropédalage. Donald Trump s'est agité énormément pour revenir au point de départ sans être capable d'avancer à un gain qui a l'air sérieux ou crédible. C'est complètement délirant. Merci beaucoup, Luc. On se parle demain. Merci. Salut. Une bonne fin de journée, Richard. Salut. Alors, je veux saluer tout de suite l'équipe en régie, puis on revient après ça avec une petite brève. Jean-Philippe Leroux à la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup. Max-Émile Sayer, journaliste, recherchiste, idéateur et gardien du temps. Impitoyable. Et Fred Bastien à la mise en ligne. Merci beaucoup à vous trois. J'apprécie beaucoup votre travail. Et là, tu veux nous parler, Alex, d'une momie autrichienne qui est... C'est mystères qui sont dévoilés. C'est rare qu'on entend ces mots-là ensemble. Hein? Momie et autrichienne. Et oui, puis attention, si vous êtes en train de manger, voici une image de la charmante momie en question. Celle qui est appelée le prêtre séché à l'air. C'est la meilleure traduction que je peux vous faire de cette momie qui fascine les archéologues depuis au moins 150 ans. Parce que on a trouvé, là, depuis au-dessus de 200 ans, cette momie-là, alors qu'elle a été déterrée dans un petit village du nord de l'Autriche et qui, à ce moment-là où on redéplaçait, on exhumait des corps pour les placer d'une crypte vers un autre cimetière, on se rend compte que, tiens, le corps de M. Franz Xaver Sidler von Rosenegg
Pas et pire. particulièrement bien conservé. Il est enterré depuis une couple d'années, puis on se rend compte, comme vous l'avez vu sur la photo, on voit encore, il y a encore des cheveux, il y a encore toutes ses dents. Toutes ses dents, sa peau, il est encore bien conservé, et pourtant, on se demande, voyons, personne n'a tenté de faire une momie, personne n'a tenté particulièrement de conserver ce cadavre-là, et ça devient, à ce moment-là, l'explication pour toutes sortes de guérisons miraculeuses dans la région, pour, ça devient un objet de pèlerinage. Les gens s'en vont voir cette momie-là. Et là, cette année, on a mené l'étude la plus exhaustive sur la momie, des scanners à grandeur. On a fouillé dans tout ce qu'on pouvait fouiller dessus avec des analyses médico-légales. Et là, on a trouvé que non seulement, mais c'est une momie, c'est un homme qui est mort de la tuberculose à l'âge d'à peu près 37 ans, ce qui est relativement jeune. On parlait de tuberculose d'ailleurs tantôt. Il serait décédé de la tuberculose, serait un fumeur aussi grâce à ses dents. Tu l'as dit, sont bien conservées. On a trouvé des petites traces de charbon, donc fumait la pipe, selon toute vraisemblance. Mais surtout, on s'est rendu compte que pour essayer de soigner sa tuberculose puis éviter qu'il perde comme tous ses fluides, on lui aurait rentré dans le fion des espèces de tissus. Mais voyons. Ouais. Puis c'est finalement ces tissus-là qui ont été entrés à l'intérieur qui auraient aidé à sécher la momie de l'intérieur après son décès et d'éviter qu'il se décompose trop rapidement. Bon, vous voulez avoir un beau cadavre, rentrez-vous après les suppositoires, du tissu dans le fion. Tissu dans le fion. Vous serez beau 200 ans. Dans le fion. Merci beaucoup. On se reparle demain. Bye.